messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être venus du coup pour notre première conférence de ce week-end donc, sur le thème de Camelot avec notre invité du jour, Bruno Fontaine. Donc le concept, alors pour ceux qui ont l'habitude, qui avaient l'habitude à l'époque du temps jadis où nous recevions des gens d'outre-Manche, je ne m'occupe pas de la traduction, juste de la modération de la conférence, si c'est besoin. Donc rappelez-vous la règle qui, pour ceux qui peuvent suivre Camelot, est relativement simple, il n'y a pas de questions stupides, surtout sur Camelot. Donc ne soyez pas timides, n'hésitez pas, ne perdons pas de temps en hésitation ou autre, allez-y franco. De toute façon, M. Fontaine est de très très bonne humeur, il a été nourri, oui, et bon, donc il ne mordra plus. Non, parce qu'on a 2 bénévoles qui sont passés ce matin, c'était compliqué. Une chocolatine presse, ça se joue. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter de monologuer et je pense que nous allons tout simplement accueillir notre invité de ce jour, M. Bruno Fontaine. Donc, Monsieur Fontaine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir, c'est très sympa. Voilà, donc je pense que la question qui va sans doute venir à la tête de tout le monde, c'est comment est-ce qu'on tombe dans le Graal ? Comment ça a commencé? Moi, j'ai rencontré Alexandre Astier avec une compagnie lyonnaise avec qui je travaillais et qui était avec Jacques Chambaud. Donc Merlin, pour ceux qui connaissent. Que nous avions reçu l'année dernière, effectivement. Tout à fait. Donc on s'est rencontrés avec Jacques en 1994, voilà, avec une compagnie de théâtre lyonnaise. Alexandre Astier est venu, il a rencontré Jacques, ils se sont rencontrés, et j'ai rencontré Alexandre Astier par le biais de Jacques. Et ils ont créé un spectacle tous les deux, qui s'appelait Nous crions grâce, qui était magnifique, c'était sur des correspondances de guerre de 14, c'était très très beau, un très beau spectacle. Et voilà, j'ai rencontré Alexandre, il m'a vu jouer et il m'avait fait un joli compliment parce que je tournais un manège, un petit manège comme ça, il m'avait dit j'ai beaucoup aimé comment tu as poussé le manège. C'est quand même très mystérieux ça. Et donc il s'est souvenu de moi. Et il m'a appelé pour Camelot, il m'a dit voilà, j'ai un rôle pour toi, si ça t'intéresse, et puis voilà, on a commencé comme ça. Le hasard. Donc d'un point de vue complètement méta, on est d'accord du coup que c'est Merlin qui a aidé au recrutement d'Elias. Alors, attends. Donc c'est quand même qu'il n'était pas dans le pied pour lui. Oui, mais j'ai aucune reconnaissance envers lui, parce qu'il sait pas faire avec caution. Non, bien sûr. Non, bien sûr, c'est une grande amitié avec Jacques. Je rigole beaucoup avec... Quand je rencontre les gens, j'arrête pas de dire qu'il est nul, qu'il sait pas faire les compotes. Ça me fait beaucoup rire, voilà. Mais j'aime beaucoup Jacques. On a une vraie amitié depuis maintenant 30 ans. Voilà. Oui, effectivement, vous aviez travaillé avec lui donc, récemment sur une pièce, si je ne dis pas de bêtises. Avec Jacques, j'ai dû faire une dizaine de pièces avec lui. Voilà, à peu près une dizaine de pièces de théâtre. Et puis après Camelot, on s'est rencontrés régulièrement sur les... Moi, j'ai pas beaucoup tourné finalement dans Camelot. Je suis pas... Mon personnage, je suis très content de ça, je vois que mon personnage fonctionne bien parce que le duo fonctionne bien en fait. Je pense que c'est ça qui marche bien. Je pense que c'est le duo que les gens retiennent parce que moi finalement en présence, j'ai pas beaucoup en présence. Après, c'est vrai que sans doute cette alchimie que vous avez personnellement, de par le fait que vous avez fait, comme vous l'avez dit, 10 pièces avec M. Chambaud, cette alchimie, à l'évidence, c'est quelque chose que Alexandre Astier a dû ressentir et qui se ressent beaucoup en tout cas dans les joutes verbales que ont Elias et Merlin, limite, bon, je n'irai pas jusqu'à supposer qu'il y a des comptes qui se règlent, mais on sent qu'il y a quelque chose autre que juste le texte. Ça, je vous laisse juger, après c'est vous qui avez envie de mettre ce que vous voulez derrière. Tout à fait. Mais en fait, il y a beaucoup de plaisir en fait, quand on reçoit les textes très tard, je vous l'accorde, parce que c'est le matin quand on arrive. Ah oui. Donc il y a le plaisir de lire les premiers textes en disant on va se marrer. Et puis en même temps, on va moins rire parce qu'il va falloir les savoir très vite. Donc on est toujours un petit peu là-dedans avec le travail avec Alexandre parce que je crois qu'il aime beaucoup quand l'acteur est paniqué un peu. Je pense que ça le fait rire et puis surtout ça doit servir les personnages qu'il a envie de... Cette phase de réappropriation... Ouais, le mien par exemple, moi je suis quelqu'un qui apprend les textes très lentement. Ça le fait beaucoup rire de me voir complètement paniqué, à dire putain je sais plus. Voilà.
Et à tel point que sur le film, notamment, il y avait une scène que j'arrivais pas à la dire. C'est au moment où, pour ceux qui connaissent le film, c'est au moment où on va regarder la marmite avec de la flotte. Là. Il y avait des textes, je crois qu'il y a des scènes qui sont parties parce qu'il fallait couper, donc il y a des scènes qui sont parties. Mais là, j'avais une scène où j'y arrivais plus et il m'a dit écoutez, monsieur Fontaine, il est arrivé, il m'a écrit le texte sur la table. Il m'a dit voilà, je vais vous aider. Et puis en fait, j'avais pas de lunettes donc je voyais que dalle. Donc en fait, ça n'a rien changé. Et puis j'y suis arrivé. Au bout d'un moment, on y arrive en fait. Ça partait d'une bonne intention. Tout à fait. Bon, il a bien vu, j'étais désespéré. Au bout d'un moment, il fallait avancer. Bon, je vais arrêter de monologuer parce que j'imagine que plein de gens dans la salle ont des questions autres que moi. Alors n'hésitez pas, vous levez la main, prenez votre plus belle voix. Voilà, pensez quand vous voulez vous faire emboutir la bagnole et qu'il faut que vous gueuliez sur la personne de là. Allez-y. Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas de questions qui se plantent dans vos têtes, sérieusement. Après, j'en ai d'autres, hein, mais c'est pas mon cas. Ça, c'est vous. Alors, c'est vous, c'est le premier difficile. Littéralement. Oui. Monsieur Couronné. Toi. Monsieur. Bonjour, du coup. Bon. Une question, si ce n'avait pas été Elias, est-ce que vous avez ou un personnage favori dans l'univers Kaamelott, ou alors est-ce qu'il y a un personnage que vous auriez aimé interpréter autre que Elias? Alors après, on peut toujours se dire que oui, il y a des personnages qu'on aime bien, mais c'est difficile de se dire qu'on aurait pu faire mieux parce qu'ils sont tellement installés, ils sont tellement... Après, en personnage que j'aime bien, bah, il y a Perceval, Caradoc, qui sont quand même très cons. Enfin, je sais pas un scoop, hein. Mais les cons, on aime toujours les cons. Les cons, on les aime bien. Les méchants, on les aime bien. Voilà, par exemple, le beau-père, il est méchant. Donc voilà, tous ces personnages-là, on les aime bien. Donc oui, on se projette dedans, mais après, il faut laisser la place parce qu'ils sont très très bien dans ce rôle-là, ça c'est sûr. Autre question? Il y avait une autre main derrière, je crois. Oui. Moi, c'était plus par rapport à la place de l'improvisation. Est-ce que Alexandre Astier, vous laissez, enfin, il vous donnait juste le texte et après c'est à vous d'en faire ce que vous voulez? Aucune improvisation, et c'est à la virgule près. Et il vous dit aussi comment le jouer? Il y avait juste le texte. Oui, alors il nous laisse faire. Le cinéma, c'est très carré, donc on te dit, tu as un scotch ici, tu as un truc là, tu lèves le bâton, tu lèves comme ça, voilà. Il y a un truc très très technique, où là, du coup, on n'est plus du tout dans le jeu d'acteur, mais on est vraiment dans la technique, et ensuite on installe du jeu pour assouplir tout ça. Et le texte est à la virgule près, donc il y a la script qui vient te voir, qui dit, t'as oublié ça, ah merde, ils s'en sont aperçus, c'est con parce que c'était bien, mais ils l'ont vu, donc on va le refaire. Par contre, on peut faire des propositions avant, qu'il accepte ou pas. Alors par exemple, dans la saison 5, si mes souvenirs sont bons, il y a, on est en extérieur, mais on est, comment on appelle ça? On est en studio, il y a des extérieurs, si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent, c'est dans le livre 5 où il y a un feu, et je suis avec Léo Dagan, et il neige, d'accord? Et à un moment donné, je tombe. Quand j'arrive, je tombe, et ça, c'était pas prévu. Et comme la neige, c'était du plastique qui tombe, c'est super bien fait parce qu'on a vraiment l'impression que c'était de la neige. Quand je suis arrivé, ça glissait de partout. Et je vais voir Alexandre et je lui dis, j'imagine que tout le monde vous a proposé une chute. Il m'a dit pas du tout. J'ai dit, écoutez, je vous propose une chute, si ça vous intéresse. Il me dit, mais avec plaisir. Et donc j'ai proposé la chute et puis il a trouvé ça bien de la garder. Voilà. Là, on peut se permettre ces petites choses que j'aime toujours avec Alexandre. J'aime beaucoup cette personne parce que je suis toujours en train de jouer avec lui un jeu comme ça. On est toujours en train de jouer, on s'amuse beaucoup. Et ça, c'est très important de jouer tout le temps, de s'amuser. Il faut s'amuser dans ce métier, c'est obligatoire. Même si les contraintes, il y en a beaucoup, il y a les contraintes de texte, il y a les contraintes de caméra, de lumière, de tout ce que tu veux. Et il faut retrouver cet amusement d'enfant. L'acteur est condamné à s'amuser, c'est horrible. Ouais, c'est affreux. Ensuite, oui, mademoiselle. Ouais, du coup, est-ce qu'il y aurait pour le prochain film une scène que vous aimeriez tourner? Parce que Guillaume Brillat, il avait dit que lui, il imaginait bien le roi Burgonde sur un dragon. Ça emmerde pas le mec. Ça t'emmerde pas, on a bien un dragon. Moi. C'est tellement typique, je le vois complètement le dire ça. Sur un dragon, ça serait bien. Qui emportait Guignol avec lui, c'était lui.
peu de lièvre. Sur l'épaule. Voilà. Sur l'épaule. Non, moi c'est vrai, je suis un peu, étant donné que je suis quand même magicien à la base, j'aimerais bien faire des trucs, quoi. Pas des tours de magie avec des cartes, hein, mais voilà, des boules de feu, des machins, ça serait quand même sympa. Connaissant l'écriture d'Alexandre Astier, ce serait pas surprenant Ça que serait tout tout à à fait fait fini possible. son jeu de cartes. Ouais, en jeu de cartes, ouais. Avec, tiens, ouais, un as, tiens, regarde. Non mais voilà, oui, on aimerait bien, c'est un film d'aventure, c'est un film de... On aimerait bien des effets spéciaux complètement dingues. Ouais, ça ferait plaisir, ça serait sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses originales. On en a vu des questions. Ah oui, moi, je vais rebondir sur la question par rapport à l'improvisation. Quelle est la part que Alexandre Astier vous a laissé mettre dans le personnage si vous avez pu apporter votre pierre à l'édifice de la construction d'Elias? Ou est-ce que le personnage était tel quel sur la page et on reproduit En fait, moi, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que l'écriture est tellement bien qu'en fait, il n'y a pas besoin de construire un personnage, il suffit de dire le texte. Et le personnage se construit tout de suite. C'est marrant parce qu'hier, j'ai vu je ne sais pas si je m'inspire de ça, mais hier, j'ai vu un documentaire sur Bernard Blier. C'est la 5, je crois, et il parlait du texte. Louis Jouvet, c'était un élève de Louis Jouvet lui a dit, c'est le texte qui compte, tu dois servir le texte. Et le personnage, en fait, il arrive tout seul. Et Astier, je trouve que comme l'écriture est vraiment ciselée et elle est vraiment très agréable en bouche, du coup, il n'y a pas tellement besoin de composer, il suffit de dire le texte. Et en fait, il intervient très très peu dans nos propositions. Il intervient peu. Au début, il dit, ah tiens, je le préfère comme ça, mais en fait, l'écriture, en fait, il écrit pour nous. c'est ce que nous avait dit M. Chambon. par Ouais, rapport à- et comme il écrit pour nous, eh bien, c'est assez simple, c'est assez facile, finalement. Et ce qu'on propose, ça lui convient, et après, bah, moi j'avais un petit peur, le film quand même s'est fait quand même bien après la série, et on se dit, oula, il va falloir retrouver le personnage. Ah oui, c'est vrai que ça va être, finalement, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, tu arrives avec le texte, tu dis, bah, il est là en fait, il n'a pas bougé le truc. Donc voilà, oui, c'est comme ça. Oui. Comment ça a été pour vous de retrouver le personnage après tout ce temps? C'est très simple en fait, c'est fou hein, parce que bah, le costume n'est pas forcément le même, mais le texte est finalement c'est la même langue. Et donc j'ai été surpris moi-même, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je regarde un peu la série. Je regarde régulièrement Kaamelott parce que j'aime bien, ça me détend et avec mes enfants on s'éclate. Mais c'est vu tout seul en fait, c'est très simple, très très simple. Fastoche. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de passer du petit écran de la série du format court au grand écran au cinéma? Ça, je pense, ça a des contraintes plus particulières en termes d'acteurs. Pour moi, il n'y a aucune différence, puisque quand tu travailles, c'est une caméra qui est devant toi. La différence, c'est que tu as un petit peu plus de technique devant toi. Tu as une grue, quand il y a l'attaque des Burgondes, on est dans une tour, et il y a une grue, donc il y a des mouvements de caméra, il y a une grue qui bouge, la caméra est sur un vérin qui est tout électronique, donc ça bouge, et tu as un type qui est avec une... vraiment, ça se pilote du bas, quoi. Donc oui, c'est assez impressionnant quand même, parce que tu dis, ouais, là c'est chouette quand même, je sais pas ce que ça va rendre, parce que tu vois rien, mais tu te dis, il y a du matos. Donc ça c'est chouette. C'est ça la différence avec la série où il y avait deux caméras ensemble, il y avait deux caméras en même temps pour faire une prise, ce qui gagnait du temps finalement. D'avoir deux caméras, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une amorce d'un côté, ce qu'on appelle l'amorce, c'est-à-dire que le personnage est de dos, on lui voit l'épaule et un peu la tête, ça c'est l'amorce. La caméra est sur le personnage qui parle, et il y a l'autre caméra qui fait exactement la même chose, l'amorce. Et comme ça on joue la scène qu'une fois, au lieu de faire du champ contre champ, bouger la caméra, c'est beaucoup de temps. Le cinéma, c'est énormément de temps, de technique, pour finalement peu de temps de jeu. C'est la grande différence avec le théâtre. Est-ce que ça n'a pas été frustrant justement, de par le fait que vous veniez justement du théâtre, où en général ça rentre dans son personnage et on n'en sort pas avant que l'histoire soit terminée? Ouais, c'est une autre énergie en fait. C'est l'énergie, c'est un peu comme si on était habitué à faire du 100 mètres et puis d'un coup on va faire un 400. Tu te dis, ah tiens,
ça se gère pas de la même façon. Faut peut-être que je parte moins vite, de façon à ce que j'arrive au bout. Et le cinéma, c'est un petit peu ça. Si tu pars trop vite, tu peux t'épuiser très vite. Et effectivement, une fois que tu es épuisé, moi ça m'est arrivé une fois ou deux sur des épisodes de Kaamelott où je me suis épuisé et t'as le cerveau qui est vide et c'est un peu pénible. Parce que l'énergie se donne pas de la même façon. Voilà. Avec la quantité de membres du casting, qui tout le monde qui travaille principalement dans le théâtre, t'as jamais été envisagé de faire une pièce de théâtre Kaamelott? Ça pourrait être une très belle introduction au théâtre pour toute une partie du public qui n'a pas forcément ça pourrait être très intéressant, mais ça c'est forcément Alexandre qui peut s'en charger. C'est pas moi. Si tu nous écoutes. Ouais, c'est bien ça. C'est une bonne idée ça. Copyright, hein. Non, mais c'est vrai qu'on est une pièce de théâtre Kaamelott, ça peut être très rigolo, effectivement. Ce serait un retour aux sources pour beaucoup de Ah oui, ouais, ça peut être intéressant. C'est facile. Ensuite. Oula, alors vas-y, choisis. Allez, on va faire dans la continuité. Bonjour, merci d'être parmi nous. J'ai une question pour le second film. Est-ce que vous aurez des infos dessus à nous faire Pas plus que toi. Ah. Je pense même que tu en as plus que moi. Non, j'ai aucune info. J'en aurais pas avant qu'on m'appelle et qu'on me dise est-ce que tu es libre, disponible au mois de janvier, à telle date ou février. D'accord, vous n'avez pas encore commencé à tourner quoi. Il y a pas de... Non. Et je ne suis pas sûr d'être dessus, c'est-à-dire que je ne sais pas. Oh. C'est pas ce qui peut arriver. Merci. En plus, c'est qu'on n'est pas l'habitude avec Internet maintenant, parce qu'on je Marvel qui nous fait le coup du ah non, j'ai pas d'infos, alors qu'en fait, si tout a été fait. Du coup, on a même plus confiance en ces réponses-là, c'est bon. Ensuite, je crois que deux trucs, voilà, monsieur. Est-ce que vous avez pensé à arrêter Kaamelott pour une quelconque raison pendant le tournage jamais? Non, jamais. Jamais. Alors déjà d'une part, moi je tourne pas beaucoup, donc ça reste toujours un plaisir. Après, quand tu tournes beaucoup, c'est quand même très fatigant. Hein. C'est-à-dire que tu te couches pas forcément tard, mais tu te lèves tôt. C'est un métier où on se lève très tôt parce qu'il y a beaucoup de préparation. Tu te lèves à 4h, 5h du matin, tu arrives, il fait à peine jour, tu bois du café toute la matinée parce que tu n'as rien d'autre à faire, tu bouffes des croissants parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, et tu arrives à 10h, tu es déjà fatigué. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut en garder sous le pied parce que tu peux travailler en extérieur où il fait froid, ça veut dire que c'est pas confortable, tu es assis sur des chaises, c'est pas confortable. Le cinéma c'est pas confortable, sauf quand tu t'appelles... Mais ce que je veux dire, après ils prennent soin de nous, hein, les gens sont très aux petits soins. Hein. C'est très agréable, mais c'est pas confortable dans le sens où c'est des journées très longues où tu fais rien. Et l'ennui, c'est très crevant. Et on t'appelle, on dit ah ça y est, c'est prêt, et là il faut être prêt. Et c'est ça qui est terrible, c'est là où je dis qu'il faut gérer son énergie. Si tu te fais trop de soucis avant, parce que ne rien faire, c'est aussi une manière de gamberger. Et quand tu gamberges, tu fatigues. Donc il ne faut pas gamberger, il faut s'occuper. Voilà. Donc après chacun gère. J'ai entendu qu'il y avait des acteurs qui bouquinaient tout le temps, et il y a des acteurs qui se préparent tout le temps. Chacun son parcours, chacun sa façon de faire, mais voilà, il faut gérer ce temps, il faut gérer cette fatigue de façon à donner le maximum au moment où c'est à toi. Autre chose? Ensuite. Oui. Alors des anecdotes, on peut toujours en donner, mais je ne donnerai pas d'anecdotes sur les autres parce que je ne sais pas mon genre. Quoique, tiens, c'est une bonne idée. Alors, non, des anecdotes croustillantes ou rigolotes. Alors mon personnage, je le dis, j'aime bien le dire, mon personnage, pendant la série, avait des chaussures de femme qui étaient trop petites pour moi. Et j'avais très mal aux pieds assez vite. Et c'est peut-être ce qui donne ce caractère un petit peu agacé de la pièce de Kennedy. C'est qu'il a des chaussures de femme qui sont trop petites. Donc quand vous regardez le film, n'oubliez pas que je souffre. Voilà. Non, après en anecdote, pardon, j'essaie de terminer. En anecdote marrante sur le film, si, c'était rigolo, sur le film qui était vraiment tenue secret. C'était une demande d'Alexandre qui nous avait dit, et je pense qu'il pensait à vous, il pensait aux gens qui sont fans et qui le suivent depuis longtemps. Il voulait vraiment un jeu de piste, il voulait vraiment que ça soit une vraie surprise.
Et pour nous, c'était rigolo de jouer le jeu, de se dire on ne sait rien, on ne dira rien. Et c'est vrai qu'on ne savait rien. Et ce qui était marrant, c'est que nos chauffeurs qui nous amenaient d'un lieu à un autre savaient plus de choses que nous, parce qu'à chaque fois, ils nous posaient des questions dans la voiture. Et comme ils trimballaient tout le monde, et ils savaient tout, eux. Et nous, on savait rien. Et en fait, je voulais rien savoir parce que justement, j'avais vraiment envie d'avoir la surprise comme tout le monde. Moi, j'ai vraiment joué le jeu, je voulais avoir la surprise quand le film sortait. Je ne savais pas du tout, à part mes scènes, qui ne sont pas nombreuses, je ne savais rien de rien. Donc ça, c'était rigolo. Oui. Oui. Quel est votre meilleur souvenir de tournage, série ou film? Mon meilleur souvenir de tournage, bon, ce sera forcément Kaamelott, parce que mon meilleur souvenir de tournage, c'est forcément du Kaamelott. Ah, peut-être la première fois, quand tu mets les pieds sur le plateau, que tu sais pas du tout ce que ça va devenir. C'est dans la saison 1, donc tu n'as aucun retour de ce que tu... Donc ça, c'est quand même vachement bien, parce que l'aventure commence, t'es frais, t'as la pêche, tu as eu ton texte en avance, parce qu'au début, on les avait en avance. Ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est vite fait rattraper. Ouais, ce début-là, il était vachement chouette, ce début d'aventure. Mais après, le film, quand tu reviens 15 ans après, c'est vachement chouette aussi. Parce que t'as pas la même image sur les gens. Les gens te regardent comme Elias de Kennewick, donc c'est vachement plaisant aussi. Donc en fait, tout est bien dans Kaamelott. C'est comme le cochon, tout est beau. Ouais. Justement, tu dis que c'est meilleur souvenir, c'est Kaamelott. C'est pas trop dur d'être collé à cette image de Kaamelott et potentiellement de pouvoir faire un autre rôle peut-être plus sérieux, moins dans le comique et moins dans le... Alors Kaamelott pour moi c'est pas James Bond, hein, c'est pas. Moi finalement, encore une fois, je tourne pas beaucoup. Donc pour vous, vous avez l'impression que je fais que ça, mais ça représente 10 jours de ma vie en tout, grosso modo. Donc pour moi c'est pas beaucoup en fait Kaamelott. C'est vraiment, sur une saison j'avais 3 jours de tournage. Donc vous comptez, il y en avait 6, il y en a 2 que j'ai pas fait, ça fait 4. Si vous comptez bien, ça fait pas grand chose. Donc moi ça représente pas énormément de choses, j'ai tourné beaucoup. En cinéma je fais pas grand chose, je fais beaucoup de théâtre. Donc le théâtre il faut y passer beaucoup de temps, autant le cinéma ça va vite, autant le théâtre ça prend du temps. On a 5-6 semaines de préparation, voilà, ça prend un peu plus de temps, puis c'est une aventure qui est différente, c'est pas le même rythme. Mais voilà, pour moi non, c'est pas du tout un souci de rentrer dans une autre peau, je le fais tout le temps en fait. Oui. On connaît bien du coup vos échanges avec Merlin, avec Arthur et Léo d'avant, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages avec lesquels vous aimeriez que Elias communique? Tous. Tous, moi ça me fait des jours de boulot, donc ça c'est pas mal. Non, tous, parce que je suis sûr qu'il y a toujours des bonnes idées à avoir avec tout le monde. Elias qui rencontre n'importe quel personnage, ça peut être intéressant pour moi, pour le personnage. À mon avis, effectivement, tous. Tout est intéressant. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup tourné avec Merlin et ça m'aurait fait plaisir aussi de rencontrer aussi les autres. J'en ai croisé quelques-uns, hein. On s'est rencontrés, pour certains qui habitent Lyon comme moi, on se connaissait avant, on se connaît depuis un moment, mais on n'a pas forcément travaillé ensemble. Et c'est vrai que c'est plaisant de rencontrer des gens sur le plateau, c'est mieux, c'est sûr. Du coup, ça doit faire bizarre de connaître quelqu'un, ou professionnellement ou personnellement, d'avoir travaillé sur le même projet, mais de ne pas avoir travaillé ensemble. Ouais, on se croise. On se dit, tu sais, t'étais très bien, toi. Ah bah, toi, t'étais pour terrible. Très bon. Avec Elias, on connaît. Oui. Est-ce que de mémoire, vous vous rappelez du CD d'Elias entier dans la scène? Le CD? Il Il essaie de m'avoir, lui, d'abord. Il essaie de m'avoir. Je m'en fous, j'ai fait deux points. Non, je le connais plus par cœur. Je le connais plus par cœur. Il est pourfendeur des Dragons des Neiges, je crois que c'est lui. Hein? C'est ça? Il est Elias de Kennewick. Putain, je me souviens pas. Pourfendeur des Dragons des Mers, ça doit être ça? Concepteur. Ah non, alors là, c'est l'autre. Lui, c'est les concepteurs de la potion des ongles incarnés, non? C'est pas ça? C'est quand même pas la même chose, t'as beau. Non, je me souviens plus des textes, on les oublie. Parce que, en fait, il faut faire appel à sa mémoire, ce que j'appelle la mémoire immédiate.
moi, quand je fais du théâtre, j'apprends les textes et ils sont un petit peu gravés pendant un certain temps, parce qu'on les a tellement répétés qu'on les a pendant longtemps. Et le problème, c'est pas forcément un problème d'ailleurs, mais quand tu fais du film, tu fais plus appel à ta mémoire immédiate. C'est-à-dire, tu lis le texte 3 fois, tu poses, tu joues, et c'est fini. Et le texte, tu l'as oublié. Mais par contre, il faut se faire confiance parce que si tu n'as pas le texte avant, tu te dis mais je vais jamais y arriver. Et ça marche, la mémoire immédiate, je m'en suis servi sur Camelot, que je ne savais pas faire du tout, j'avais très peur, parce que quand tu n'es pas habitué, ça fait peur, et puis finalement, ça marche. Moi j'ai tendance à travailler beaucoup chez moi. C'est une manière de travailler. J'ai besoin de me rassurer en travaillant chez moi pour arriver sur un plateau en se disant le texte, c'est sûr, je l'ai. Puis après, on peut travailler les détails, les déplacements, mais au moins j'ai le texte. Là, sur Camelot, t'as rien. Donc tu pars un peu à l'aventure et il faut se faire confiance parce que tu lis le texte 4 fois, boum, tu le poses, tu l'as. Si tu lis une phrase, tu peux la répéter tout de suite. Voilà. Par contre, le lendemain, tu ne l'as plus. Donc c'est un exercice un peu particulier, la mémoire immédiate, mais ça marche. Est-ce que ça n'est pas justement la besoin de la spontanéité, d'une certaine manière? Alors je sais qu'Alexandre, il aime bien les hésitations. L'autre fois, j'ai regardé, il y avait le paysan, comment il s'appelle Guetno, c'est Guetno? Non. Ah, ça dépend c'est quoi l'autre? Le grand phare. Ah non, c'est Guetno, t'as raison. Le moustachu. Le moustachu. Qui est très gentil d'ailleurs, que j'ai rencontré, qui est vraiment marrant. Alors lui, je l'ai vu dans la saison 5, il a beaucoup d'hésitation. Et je sais que ça vient du fait que le texte, il est au dernier moment. Et donc, machin, et voilà, on voit bien qu'il hésite, qu'il cherche, et ça donne effectivement, ça donne un jeu particulier. Et ça joue là-dessus, ça joue sur la fragilité, voilà. Et ça, j'aime bien. Ça donne un côté, voilà, naturel. Ensuite. Oui. Question, après, quand vous avez revu les acteurs de Camelot, vous êtes fait un resto, un petit monté. Après, ça fait longtemps que vous avez fait 15 jours. Après, alors ça dépend, il y a des acteurs qui habitent Lyon, donc on se croise. Tu vois, des fois on se retrouve, on va voir des spectacles parce qu'on a des copains communs. Lyon est une ville qui n'est pas si grande. Donc on va voir les copains au théâtre, donc on se rencontre à ces moments-là. Dans ces moments-là, on dit ah bah t'es là, machin, ça me fait plaisir. Et puis on boit un coup. Voilà, on boit un coup. Et puis après il y en a un autre qui arrive, alors qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup. Puis après il y a l'autre qui arrive, bah dis, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu bois? Voilà. Et puis après on est malade, et puis on vomit. Merci Camelot. Alors c'est toujours un plaisir. Après, on ne prend pas forcément le temps de s'appeler. C'est vrai que par exemple Jacques, je ne l'ai pas appelé depuis longtemps, et à chaque fois qu'on se voit, on se dit putain, il faut que tu passes à la maison pour manger un morceau. Ça c'est sûr, mais on ne le fait pas toujours parce qu'on a du boulot, quoi. C'est ça le problème. Enfin le problème. C'est pas un problème, tant mieux pour nous, mais on aimerait prendre du temps et on ne le fait pas. Bah, vous êtes comme nous, hein, vous avez des potes, et puis des fois tu te dis je ne l'ai pas appelé depuis longtemps, et puis le temps passe. Voilà. Comme ça. Ouais. ça ne me dit pas d'appeler Jacques maintenant. Il travaille, Jacques. Il est à Fréjus. C'est ça, hein? Il est à Fréjus. Ouais, donc il est à ma place, en fait. Il est sur une chaise comme moi, et puis il répond aux questions. Et il y a sûrement quelqu'un qui lui dit est-ce que tu n'appellerais pas Elias Duquier-Lévesque? Non, je lui ai envoyé un texto tout à l'heure, je vais vous dire ce que je lui ai mis. J'ai envoyé un texto, merde, j'ai pas oublié. Je suis con. Parce que le problème, c'est que même si on fait du cinéma, au cinéma on ne vieillit pas, c'est bien, mais en vrai on vieillit en fait. Alors qu'est-ce que j'ai mis, Jacques? Il est où mon Jaco? Il est là. Salut mon Jackie, je suis à Toulouse avec Francis. Tout le monde te connaît ici. Ils se souviennent tous de tes clafoutis, pas de tes talents d'enchanteur. J'ai raison ou j'ai pas raison? Voilà, c'est rigolo. Une autre question? Oui. Est-ce que vous vous attendiez à ce que votre personnage il tombe comme ça? Parce que quand on le voit dans la série, il est un peu l'ennemi de Merlin. Oui. Et après, on voit qu'il apprend à m'évanouir, à faire de la magie. Et c'est vrai que pour moi, c'était une surprise de voir avec Léo Dagan, et je m'attendais à le voir avec Lancelot, etc. Mais j'ai pas de réponse, j'ai pas plus de réponse à te donner que toi, mais je suis surpris pareil, je suis surpris comme ça. Le truc dont
on ne savait pas c'est le succès qu'Hamlet allait avoir. Donc quand on tourne une saison 1, on ne sait pas s'il va y en avoir une deuxième. Dès que ça a été diffusé, on nous a dit que les chiffres étaient montés très vite et que ça devenait un succès. Du coup, la saison 2 se lance et l'aventure commence. Mais l'aventure ne commence pas avant la saison 1. Tu te lances d'abord dans quelque chose, tu ne sais pas si ça va marcher, si ça marche, ça continue, si ça marche pas, ça s'arrête. Et après, effectivement, l'aventure continue et on est très... Enfin, moi, j'étais content que mon personnage évolue, que bien sûr qu'on est content. Et dans le film, je ne savais pas où j'allais foutre les pieds. Je suis arrivé, je ne savais pas du tout. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs ce que je fous dans ce film. Je sers à rien finalement quand tu regardes bien. Donc quelque part, ils doivent compter sur moi à un moment donné pour faire des tours de magie, des tours de passe-passe. Peut-être que vous allez aider Merlin à se dépasser. J'aimerais bien qu'il se passe un truc avec Merlin sur le 2, qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve sur un truc, ça me ferait beaucoup. Peut-être qu'il y a ce qu'il fera avec déjà, s'il prépare la bouffe, déjà c'est toujours ça de gagner. Un duel au sommet de Merlin contre Elias. Ouais, c'est rigolo. Ou alors qu'on soit ensemble ou contre, tu vois, c'est rigolo. C'est très marrant. Il rend pâté de chiffonnier, vous devez se rouler dans l'herbe. Ça c'est sûr, je vais lui tirer les cheveux à un moment donné. Oui. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. J'ai énormément travaillé cette scène. C'était ça ta pinette? Évidemment, il y a une véritable question, évidemment, c'est en 10 ans, 15 ans entre le dernier épisode de la série et le film, donc pour le personnage d'Elias, qu'est-ce qui a fait Elias durant tout ce temps? Est-ce qu'il était vraiment, entre guillemets, utile? Parce qu'on avait vite fait échanger, vous disiez que Elias, s'il y a du pognon à la clé, il va être partant pour rester. Sauf que quand le film a repris, il me semble qu'en Carmélide, c'est pas ce qu'il y a de plus fort en richesse. Léo Dagan a laissé tomber les catapultes pour prendre plutôt les pelles et les pioches. Qu'est-ce qu'il foutait encore avec eux? Mais t'as raison, je n'ai pas de réponse. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre dans un château où il n'y a rien? Il n'y a pas de pognon à prendre. Alors qu'on en a discuté tout à l'heure. Moi, je pense que ce personnage, c'est quand même l'argent qui le guide. Soyons clairs. Voilà, il fait ses petites potions, à droite à gauche, je t'arrange, machin. Et puis effectivement, dans le film, il est un peu dans une impasse où il ne se passe rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, il doit faire ses petites potions, puis il doit les vendre à droite à gauche, il doit piquer un peu de pognon par-ci par-là, il doit piquer des trucs dans les chambres, la nuit, il se lève, et puis il doit piquer un collier, puis voilà, mais je sais pas ce qu'il fait en fait. Il y a par défaut en fait. Ouais, mais je me pose pas de questions en fait. Encore une fois, je reste sur le texte et je sers le texte, mais je pense que c'est plutôt vous. Quand on est fan, on se fait tout un film, et là il est fort parce qu'il alimente quand même. Il arrive à alimenter, je pense que c'est un geek, Alexandre il me semble. Il l'a reconnu. C'est un geek, il boit du coca, il n'y a pas de mystère. Un mec qui boit du coca en permanence. Voilà, Star Wars, dans le film, on a quand même un clin d'œil dans le désert quand même, qui est quand même flagrant. Oui, c'est un fan, et je pense que c'est ça qu'il aime, c'est créer, d'une certaine manière, créer un mystère en disant, voilà, ce personnage-là, c'est à vous d'imaginer, c'est à vous, ce que tu dis là, c'est à vous d'imaginer qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il est là, et il aime bien poser des énigmes. À mon avis, ce mec-là préfère créer des mystères que de donner des solutions. Je pense. Est-ce que sa méthode de travail a changé entre, déjà dans l'évolution de la série entre la saison 1, du premier livre au dernier, et est-ce qu'il y a eu par rapport, on imagine d'un point de vue technique forcément, parce qu'on ne se gère pas 2 caméras quand on doit gérer 3 grues, 150 figurants, etc. Mais avec vous, des acteurs principaux, est-ce que sa méthode a changé? Non, sa méthode n'a pas changé du tout. Non, c'est le même, c'est vraiment le même. Moi, j'ai senti aucune différence. Tout est pareil, même si les moyens sont... Lui, dans sa tête, ça doit se gérer différemment, sans doute. Mais avec nous, non, c'était la même chose. Encore une fois, c'est la technique qui change. Mais sinon, c'était pareil. Je n'ai senti aucune différence. Oui. Comment vous avez réagi à la fameuse scène dans le film avec Excalibur quand Arthur la retire et on a tous ce doute de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher et c'est ni l'un ni l'autre. Comment vous
avez réagi en voyant ça? En voyant le film, tu veux dire? Dans le film. Oui, dans la scène, c'est quand il retire dans le film. Dans le film, il retire l'épée? Dans le film, oui, il la récupère enfin. Merde, je me rappelle. Elle bug juste avant. Ah ouais, elle bug. Ah bah si, à la fin, elle bug. Comme un sabre laser Ah, à si, qui a bug. plus de pile. Eh ouais. Alors comment j'ai réagi quand il retire l'épée? Il s'en est pas rappelé. Tu vois, visiblement, ça m'a pas inquiété plus que ça. Non, je suis comme vous, quand je vois un film, je découvre le truc et le suspense, il y a du suspense, mais non, je me souviens pas d'avoir vibré sur cette épée. Je me souviens pas de ça. Non. Est-ce que dans le casting, il y en a des casse-pieds qui vont systématiquement creuser? Mais pourquoi il fait ça, mon perso? Et pourquoi il fait ça? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ou est-ce que tout le monde a cette révérence envers le texte? Ouais, je pense que c'est ça. Après, il y en a peut-être, hein, je ne les connais pas tous, mais non, franchement, personne, tout le monde est à sa place, tout le monde a son rôle et ça ne bronche pas, quoi. On arrive, il y a une urgence. Hein, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu arrives sur le plateau, qu'il est 6h30, tu dois t'habiller, donc là tu as des gens qui sont autour de toi comme des guêpes à te dire bah tiens fais comme ci, mets ta manche, machin. Après tu as les maquilleurs qui arrivent, machin, nanana, après tu as les coiffeurs, alors là je te dis pas le bordel sur le film parce que tout est faux, c'est un travail magnifique, les perruquiers, elles sont magnifiques les perruques, tout est un gros travail, moi je suis admiratif de tous les corps de métier du cinéma, je suis admiratif, je les regarde travailler, j'adore ça. Et puis le texte arrive vers 11h. Donc tu es déjà en sueur parce que tu as 15 kilos de tissu sur le dos, tu as des fourrures de partout, et effectivement le texte arrive, donc tu as des préoccupations, si tu veux, en permanence, de te dire quand le texte va-t-il arriver. Et qu'est-ce que je vais dire? Tu ne sais toujours pas. Donc ouais, après, tu réfléchis pas trop sur un tournage, ça va vite en fait. Et en même temps, c'est lent. Parce que tu vois des gens qui s'agitent de partout, mais je pense que c'est... Moi je fais un parallèle souvent avec la cuisine gastronomique. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un chef, il y a le saucier, et puis ça court de partout. Et le client est là, et il faut que le client soit bien servi. Voilà notre travail, finalement. On est assez proche de ces métiers-là, où il y a des coups de feu, d'un coup ça va vite, et il faut que ça soit parfait. Voilà, et pour tout le monde. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail de manière très serrée. Ouais. Tu disais que tu venais du monde du théâtre à la base. Ouais. Si demain on te demandait de choisir entre le cinéma et le théâtre, tu choisirais quoi? Le mieux payé. Non, franchement, je sais pas. Franchement, c'est compliqué parce que, alors, blague à part, le cinéma est très bien payé par rapport au théâtre, donc c'est un facteur qui existe. C'est un peu plus valorisant quand tu as une carrière d'acteur ou une carrière de théâtreux. Tu vois, il y a de la paillette dans le cinoche, hein, que tu n'as pas dans le théâtre. Par contre, le théâtre, c'est une forme, moi, qui me plaît parce que c'est mon premier métier. Mais oui, ça me plaît, mais franchement, je pourrais pas te dire. Si je devais choisir, je pense pas que ça soit aussi radical que ça. Je pourrais très bien te dire, écoute, là, je vais faire une pause théâtre, je vais faire du cinéma, et puis après, j'arrête le cinéma. Et je pense que c'est l'alternance qui est intéressante, et on fait des métiers où justement on peut se permettre cette alternance. S'interdire, ça me paraît difficile de s'interdire. Mais voilà. J'ai plus de facilité avec le théâtre. Ouais. Et puis il y a un rapport direct avec le public qui est intéressant. Mais en même temps, quand tu fais du cinéma, tu as un public, c'est tous les techniciens, tous les gens qui travaillent sur un plateau. Je pense que ça doit représenter à peu près cette masse de gens pour certaines scènes. Donc il y a du monde qui te regarde finalement. Hein. C'est Louis de Funès, hein, quand il faisait du cinéma, il amenait un public sur le plateau pour être regardé, pour se donner la niaque, quoi, pour jouer. Donc oui, l'acteur a besoin d'être regardé, tout le temps. Et l'acteur, il y a quand même une personne qui te regarde en permanence, c'est la caméra. Ça, c'est ton spectateur principal, c'est la caméra. Et il faut savoir jouer avec ça. Il y a des acteurs qui arrivent très bien, il y en a d'autres qui ne le sentent pas. Et l'acteur joue pour la caméra, parce que la caméra, c'est l'œil du spectateur. La caméra, c'est vous qui le regardez. C'est pour ça que c'est hyper important de sentir la caméra. Et ironiquement, Pardon? et ironiquement, de beaucoup de J'entends pas ça. ironiquement, de beaucoup de Bah oui, il faut pas qu'elle ait l'air
d'exister, même si tu l'oublies jamais. Oui. La célébrité que ça vous a apporté ce personnage, est-ce que ça a eu un impact sur votre carrière? Si oui, j'ai pas entendu, excusez-moi. La célébrité que ça a amené ce personnage-là, est-ce que ça a eu un impact sur votre carrière? Ça aurait pu, mais je m'en suis pas servi. Très peu. Non, ça aurait pu parce que quand Kaamelott fonctionnait bien, dès que je passais un casting, j'étais pris. Enfin, dès que je passais un casting, on passait 3. Mais ça m'embête un peu de passer des castings, ça me gonfle. J'aime pas ça. Et en fait, j'y vais pas. Et comme j'y vais pas, bah, du coup, rien n'a changé, quoi. Mais non, j'aurais pu, mais il faut monter à Paris. Après, ça y est, j'ai pas 20 ans, moi, tu comprends. À 20 ans, je pense que c'est bien d'en profiter. Moi, à mon âge, je m'en fous un petit peu, si tu veux. Mais je suis bien mieux à rencontrer des gens et à discuter avec eux que d'aller serrer des pinces pour avoir du boulot. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais quand tu as 20 ans, je pense que c'est bien d'en profiter. C'est une ouverture qui... c'est dommage de passer à côté. Mais ouais, je m'en suis pas beaucoup servi parce que Lyon n'est pas un pôle cinéma très important. C'est à Paris que ça se passe. Et au théâtre, si tu veux, les gens, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est moins important pour ta carrière, quoi. Voilà. Une petite demoiselle en micro. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous connaissiez que vos parties et pas du tout celle des autres. Du coup, quand vous avez enfin vu le film, quelle est la scène qui vous a le plus surpris ou le plus ému et qui vous a vraiment marqué en voyant le film? Alors pour être honnête, j'ai beaucoup aimé la première demi-heure du film. C'est mon point de vue. J'ai beaucoup aimé la première demi-heure. Je dirais jusqu'à ce que Chabat, fin Chabat, ouais, tout ce début, je le trouve très percutant, je le trouve très beau. Et les personnages sont bien. Après, pour moi, ça commence un petit peu à s'affaiblir parce que je suis moins sensible à tout ce qui est un peu sentimental. J'ai trouvé que le passage de la reine et du roi qui monte à la tour est plutôt sympa. Quelqu'un m'a dit, mais tu te rends compte, c'est la première fois qu'ils s'embrassent. Donc il y a des gens qui ont été très sensibles à ça. Et je comprends, et c'était plutôt tendre. Mais pour moi, plus décousu. J'aime moins la bagarre finale. Ça me touche moins, cette bagarre finale. J'ai moins été touché par ce... Donc voilà, j'ai découvert ce film en avant-première. Je le trouvais bien. Je suis sorti du film. J'ai dit, ouais, ça c'est bien. Je suis retourné avec toute ma petite famille. Où j'étais super content que mes enfants voilà, partager ça avec mes gosses. Et puis petit à petit, j'ai été un peu plus critique. J'ai dit, ouais, cette fin me plaît moins, voilà. Mais pour tout te dire, j'aime beaucoup cet élan de départ. Voilà. Et puis la musique est très bien, elle est très chiadée, elle est très présente, peut-être trop pour moi, personnellement, mais elle est très bien écrite et la musique est magnifique. Voilà, moi je trouve que la musique est très très belle. Oui. Regardez lors des rendues finales, que ce soit sur les séries ou le film, est-ce que vous avez déjà été déçu de la performance que vous avez faite? Je ne suis jamais déçu de ce que je fais. Non, je plaisante. Non, moi je me fais rire. Dans Kaamelott, ça me fait rire. Dans certains trucs, j'aime pas me voir, mais dans Kaamelott, bizarrement, j'aime beaucoup me voir. Non, mais c'est peut-être dégueulasse. Enfin, c'est peut-être, je sais pas, mais Kaamelott, ça marche à fond, et à chaque fois que je me regarde, je dis quel con. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Alors que quand je fais un téléfilm ou un truc, tu vois, où je me reconnais beaucoup, je me dis, j'aurais pu faire mieux. Enfin, tu vois, je suis plus critique. Mais dans Kaamelott, je marche mais complètement, comme si c'était quelqu'un d'autre, vraiment. Parce que c'est bien écrit, parce que les dialogues me font rire, parce que la tronche que je fais me plaît, je trouve que ça correspond bien. Et je trouve qu'il a, voilà, c'est l'écriture, encore une fois, qui porte. Et dans Kaamelott, j'aime bien me voir dans Kaamelott. Ouais. Après, en théâtre, j'aime pas du tout le voir, parce que la vidéo, je veux dire, un spectacle de théâtre filmé, c'est horrible. Parce que c'est mal fait, enfin, il n'y a plus rien. C'est pas beau, le théâtre filmé, c'est pas beau, je n'aime pas du tout. Mais le Kaamelott, ça marche, pour moi, ça marche. J'ai amené une chanteuse avec moi. Oui. Est-ce que vous pensez que Kaamelott, ce serait possible que ça marche sans que ce soit Alexandre Astier qui vienne l'écrire? Ça, je peux pas te répondre. À mon avis, ça me paraît compliqué à imaginer. Parce que
on sait qu'il y a des gens qui ont essayé de faire du Kaamelott, parce que c'est très inspirant. Hein. Là où il est fort, c'est qu'on a l'impression que c'est simple. Et je trouve que le talent d'écriture d'Alexandre Astier, c'est ça qu'on retrouve chez certains auteurs, des écrivains, où on se dit c'est hyper simple comme écriture, ça paraît simple. Et en fait, c'est très compliqué. Et c'est là où on peut toujours faire du plagiat. C'est comme Audiard, en fait, ces mecs-là qui ont écrit des kilomètres et des kilomètres de films. Et tu te dis, bah, Audiard, c'est facile, hein, il suffit de prendre une pause relax. Non, c'est Audiard qui l'écrit, c'est pas les autres. Et après, tu peux toujours essayer d'en faire, mais ça n'aura pas la même patate. C'est ce que je pense. Maintenant, après, il y a peut-être d'autres gens qui ont du talent. Hein. Mais bon, pour le moment, ça me paraît un peu frais, moi. Et surtout, je pense que les gens ne se font pas avoir. Les gens se disent, ça ressemble à, et ils n'aiment pas d'entrée. Je crois que les gens n'aiment pas, tu vois, justement, les gens ne sont pas idiots, ne sont pas bêtes. Je pense que voilà, c'est trop tôt pour faire du Astier. Il faut attendre un peu. Et encore. Il faut attendre un bon moment. Il a clairement pas fini d'écrire ce qu'il avait. Ah non, il n'a pas fini. Autre chose? Oui. Est-ce que du coup, vu que vous avez vu le film 2 fois, est-ce que du coup vous avez compris le gros rôle? J'ai pas aimé cette scène. Ah ouais? Non, je n'ai pas aimé cette scène. Je le dis, hein. Non, je ne l'ai pas aimé. Et je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Et je trouve que. Je trouve qu'elle est pas. Elle aurait pu être mieux. À mon avis, elle aurait pu être mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, elle m'a pas éclaté cette scène. Vous l'auriez fait. J'aurais rien fait du tout, mais en tant que spectateur, je suis comme vous, en tant que spectateur, elle m'a pas éclaté cette scène. Voilà. Ouais. Si c'est pas le cinéma, c'est du théâtre. C'est quoi votre actualité théâtrale en ce moment, si vous en avez une? C'est bien. T'as bien compris ce que je t'ai dit. Alors, je joue mercredi prochain, une première pour moi. Donc voilà, je suis un petit peu en ce moment dans un truc un petit peu où l'esprit est très. Voilà, je travaille demain, je rentre demain à Lyon, je travaille demain après-midi parce que voilà, je suis très concentré en ce moment sur un spectacle. C'est un Feydeau. Donc Feydeau, c'est comédie, boulevard, ça rentre, ça sort, c'est très rythmé. C'est beaucoup de personnages, on fait des personnages différents, ça veut dire changement de personnage complet, de perruque, lunettes, chaussures, blouson, chemise. Donc ça doit se faire en 20 secondes. Il faut avoir changé complètement le truc, se rhabiller et rentrer comme si de rien n'était. C'est très compliqué, il suffit que tu te prennes les pieds dans une chaussure, que tu es en retard. Donc c'est très flippant, mais ça a besoin de beaucoup de rythme pour que ça soit endiablé. Ça commence mercredi à Lyon à la Comédie Odéon et tout le mois de septembre. Et ensuite, je suis aussi en répétition sur une autre pièce qui s'appellera Adieu Monsieur Hoffmann, qui est une reprise. C'est une pièce qui se joue à Paris depuis pas mal de temps, qui a eu 2 Molières, je crois. Et nous, à Lyon, on fait une distribution lyonnaise pour la jouer jusqu'au mois. Ça commence au mois d'octobre et ça finira au mois de janvier. Il y aura une chance de vous voir sur Toulouse, en tournée ou quelque part? J'aurai pas le temps là. Je sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Tu prends la pièce comme l'autre? Non, peut-être. Après, la tournée, c'est toujours compliqué de tourner. Tourner, ça veut dire que les gens doivent te voir. Et ensuite, s'ils aiment, après, ils peuvent acheter le spectacle. Le spectacle se vend. Et donc, l'endroit idéal pour que les gens puissent te voir, c'est où? C'est à Avignon. À Avignon, Festival d'Avignon. C'est un festival qui est là pour que les gens, pour que les professionnels viennent voir les gens qui proposent leur spectacle. Et si le spectacle est bien, et si le spectacle leur convient, ils l'achètent pour la saison d'après. Sinon, c'est compliqué, c'est-à-dire que nous, on va le jouer à Lyon, ça veut dire qu'on va envoyer des mails et des... voilà, on va avertir tout le monde. Mais moi, je serai directeur de théâtre à Toulouse. Je ne vais pas faire le voyage pour aller voir Bruno Fontaine, si tu veux. Je vais peut-être attendre qu'il passe à Avignon, et j'irai à Avignon, et je reverrai plusieurs pour faire mon... Voilà comment ça se passe. Parce que c'est du budget, quand on est directeur d'une salle, c'est quand même du budget de se déplacer, de chambre d'hôtel, tout ça, c'est beaucoup de budget. Donc les gens, souvent, n'ont pas le budget, et puis pas le temps, parce que ça prend du temps. Moi, j'ai mis 4 heures de train. Voilà, ça te bouffe 2 jours pour voir un spectacle. Il a intérêt d'être bien, sinon tu es déçu. Donc voilà, le Festival d'Avignon est l'endroit théâtral où les gens viennent vendre leur spectacle et les gens viennent les acheter. Voilà.
Autre chose ensuite. J'en ai une petite. Je sais que Jean-Christophe Lambert, donc, qui incarne Caradoc, est aussi metteur en scène. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu, à un moment quelconque, pas forcément dans son cas à lui, des moments où quelqu'un a essayé de s'immiscer dans un des multiples rôles d'Alexandre Astier? Lui souffler une scène ou une mise en scène de quelque chose? Je pense que ça arrive tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut toujours lui proposer ce qu'on veut, mais il est tellement sûr de ce qu'il fait et il est tellement cadré que, encore une fois, quand je lui propose une chute, il la prend parce que je l'amène d'une manière tout à fait... mais si tu commences à faire de la mise en scène, non, je pense que ça passe pas. Il te laisse pas la place. Je pense qu'il laisse pas la place. Parce que déjà, d'une part, il est très occupé. C'est sa vision. Et il a sa vision et je ne me permettrai pas de lui proposer quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas besoin, on sent que le type n'est pas en perdition. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu largué, tu peux lui dire, bah écoute, comme tu es un peu perdu, est-ce que pour lui sauver, voilà, tu pourrais faire. Mais là, non. Là, il n'est jamais, on se dit pas, tiens, il patauge. Donc voilà, il n'y a aucune raison de lui proposer quoi que ce soit. Oui. S'il y avait une pièce de théâtre que tu n'as jamais jouée, mais que tu aimerais jouer, ça serait laquelle? Un tremplin du théâtre que tu n'as jamais joué? Je pense que ce serait un Shakespeare. Ce serait Richard III peut-être. Et il me semble bien que Jacques avait dit la même chose une fois et j'ai trouvé que Richard III c'est bien. Richard III c'est vraiment une belle pièce. Moi j'ai joué Hamlet. C'est vraiment bien Shakespeare. Hamlet. Excuse-moi du peu. Non, les autres je les ai évincés, j'ai dit que c'était tous des tocards. Mais ouais. Non, Shakespeare, ouais. Shakespeare, je trouve que ça, il y a une dimension dans Shakespeare qui est vraiment chouette. Quoi. Après, un Molière c'est bien aussi. Hein. C'est de la farce, c'est de la comédie, c'est chouette, mais Shakespeare, il y a une profondeur que j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que dans tout Camelot, il y a un personnage que vous auriez aimé jouer, outre que Elias? Ouais, on aimerait bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a envie de tous les faire, si tu veux. Même la boniche, je m'en fous, je vais bien la faire. Mais ils sont déjà créés. Tu te dis, bah allez, c'est comme ça, quoi. Ben, le mien, il est super. Non, j'ai pas envie de. Moi, ma chérie, par exemple, qui est comédienne, elle aurait beaucoup aimé faire la boniche. Voilà. Elle aurait beaucoup aimé faire la boniche. C'est un personnage qui... Mais une fois que tu as le tien... Laquelle, celle qui va peut-être se marier avec... Ouais, celle qui va peut-être se marier avec personnage. Ce personnage-là, elle l'adore. Elle m'a dit, j'aurais tellement voulu la jouer, celle-là, elle est super. Un peu brute, un peu... Voilà. Autre chose? Oui? C'est qui vous a initié au théâtre? Voilà. Là, on en a pour un moment, parce que là. Alors, moi, si tu veux, le théâtre, j'y suis venu un peu tard. J'ai fait une scolarité pas catastrophique, mais pas loin. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire marrer les gens. Donc déjà tout petit, il y a une volonté de faire rire, il y a une volonté de se faire remarquer surtout, et du coup de se faire aimer, parce que ça vient de ça en fait. Tout est là en fait. L'acteur, peut-être pas tous, mais l'acteur souvent est quelqu'un d'assez triste finalement, qui a besoin d'amour. Peut-être plus que les autres, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ça vient de là en fait. Le début d'un acteur, j'avais entendu Jamel Debbouze une fois parler de son métier, et c'est exactement la même chose. C'était un cancre qui faisait rire les copains, et en fait c'est ça, en fait, c'est ce désir d'être aimé. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont besoin d'être aimés. Je n'ai pas été malheureux dans mon enfance, pas plus que d'autres, mais en tous les cas, voilà, ce désir d'être aimé. Et puis ensuite, c'est une rencontre avec... c'est un copain qui me dit, j'avais un métier, j'ai travaillé dans une agence de pub, donc voilà, j'avais fait du théâtre à l'école, comme ça, pour faire rigoler les copains, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, c'est un copain qui me dit, tiens, je vais faire un stage Claude ce week-end, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, bah pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et ça a commencé comme ça. Voilà, donc c'est le hasard qui fait que... Mais si vous avez envie d'être acteur, faites du théâtre.
Faites, amusez-vous avant de vous projeter, faites. On ne devient pas peintre si on n'a pas touché un pinceau. Et le théâtre, c'est la pratique. Et ensuite, vous verrez bien ce qui vous attend. Et si vous avez envie d'en faire, faites-en. Mais ne dites pas, moi j'ai rencontré des jeunes qui ont à peine 18 ans qui disent je veux devenir comédien, je vais monter à Paris, je vais être comédien. Je lui dis, tu as déjà fait du théâtre? Il me dit non. Je dis, commence déjà par faire du théâtre. Et puis ensuite, si ça te plaît, tu pourras devenir comédien. Mais faites du théâtre parce que vous avez envie d'en faire. Ne faites pas du théâtre pour autre chose. Des fois, j'ai des parents qui viennent me voir, qui me disent, je vais inscrire mon gamin au théâtre parce qu'il est timide. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas on n'est pas chez le docteur. D'accord? C'est pas une thérapie le théâtre. Ça peut soigner, moi ça m'a énormément changé. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre parce que j'avais envie d'en faire. Voilà. Oui. Si vous deviez faire le doublage d'un acteur très connu, lequel vous aimeriez Moi-même. Non. Ça vous est arrivé en faire du doublage? Ouais, j'ai fait du doublage, j'ai doublé Chuck Norris. En essai, j'ai fait un essai, la première fois que j'ai fait un essai de doublage, il m'a dit tiens, il y a Chuck Norris qui fait des, tu sais, les trucs qui se vendent à la télé là. Ah oui, Du télé-shopping, je sais pas quoi. Il fait du télé-shopping pour des trucs de muscu. J'avais fait du doublage là-dessus, c'était drôle. Mais je suis pas très bon en doublage parce qu'il faut pratiquer le doublage, il faut en faire beaucoup. Et c'est assez difficile. C'est assez difficile. Là, en ce moment, je suis sur une série de manga Kingdom. Vous voyez ça? Donc là, je fais pas mal de doublage là-dessus. Ça va, c'est du dessin animé. Bon, à part qu'il gueule tout le temps, parce que c'est un truc très guerrier, donc tu passes ta journée à faire. C'est terrible, tu finis ta journée, t'en peux plus. Mais t'as bien rigolé. Mais le dessin animé, ça va. C'est pas trop précis. Le labial, il fait comme ça. Mais moi, une fois, j'ai fait un téléfilm. C'est chaud, hein. C'est très difficile. Faut prendre l'habitude. Il faut avoir une certaine aisance de lecture, de compréhension du personnage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'en ai fait un petit peu et c'est vrai que c'est bien. C'est très plaisant à faire. Enfin, très plaisant. C'est très fatigant. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut savoir gérer sa fatigue. Si tu démarres trop vite, après bouffer, t'es cuit. Et là, c'est compliqué parce qu'on va te demander toujours la même exigence, alors que toi, tu fais, je vais y aller pépère cet après-midi, j'ai trop bouffé, et là, on te dit, ah non, ça va pas le faire. Donc c'est là où tu te retrouves coincé, il faut bien gérer ta fatigue. C'est vraiment comme un sportif un peu. Alors, je dis pas que le sportif, il va fournir une dose très forte, mais le comédien aussi, c'est un peu ça. Il faut savoir doser sa fatigue. C'est sur du long terme. Autre chose? Il me reste quelques minutes, on a le temps pour encore une ou deux questions. Donc, oui. N'hésitez pas. Est-ce que vous changeriez quelque chose de vos débuts jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous avez un regret, quelque chose que vous auriez aimé changer ou faire autrement? J'ai fait des trucs qui ne sont pas forcément glorieux dans mon métier. J'ai fait une animation en souris dans la rue à distribuer des tracts. J'avais une grosse souris en polystyrène qui m'entourait, j'avais juste le visage qui sortait, avec une queue derrière. Et quand je me baladais dans les quartiers, il y a tous les gamins du quartier qui me sautaient dessus, qui me mettaient des gros coups de pied au cul. Et quand je me tournais pour leur dire « Putain, mais arrêtez !» ils me tournaient autour et ils me battaient comme ça. Donc, ouais, celui-là, j'aurais pu l'éviter. Mais on fait plein de choses dans nos métiers qui nous font des souvenirs, mais sur le moment, c'est quand même pas terrible. Et en même temps, c'est ça une carrière, c'est pas... c'est des petits boulots, c'est des petits métiers, on fait de l'animation, on donne des cours, on rencontre des écoles, j'ai travaillé en prison, on fait plein de choses, on travaille pour des publicitaires, on travaille pour... C'est très vaste en fait. Et il y a des trucs, effectivement, au bout d'un moment, tu as envie de dire, ça j'arrête, j'ai plus envie de le faire. Les musiciens, c'est pareil, moi j'ai des potes musiciens qui me disaient, moi j'ai fait du baloche pendant des années, le baloche j'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu commences à 8h du soir, tu finis à 6h du matin, il faut remballer ton matériel, et t'as que des mecs bourrés qui sont là, il m'a dit, c'est pas du tout c'est fatigant, c'est épuisant. Mais tu fais ça quand t'as 20 ans et tu t'éclates, parce que tu bois des canons avec les copains, mais au bout d'un moment, t'as plus envie de le faire. Et le comédien, c'est pareil, il y a des trucs, quand on a 20 ans, on va dans toutes les directions parce qu'on a envie de tout faire, et puis après, on se dit, oh alors ça je vais sélectionner, ça. Voilà. Mais bon, après,
Le comédien, il est heureux quand il travaille. Il y a des comédiens qui n'ont pas beaucoup de boulot. Et là, le métier est difficile, parce que c'est plus difficile de ne pas avoir de boulot que d'en avoir, en fait. C'est ça qui est compliqué pour le comédien, c'est quand il n'a plus de boulot, qu'il est chez lui, qu'il attend que le téléphone sonne. Notre difficulté, elle est là. Après, le reste, encore une fois, on peut faire plein de choses. Moi, j'y suis toujours allé avec beaucoup de plaisir, en me disant, ça va être rigolo, ça va être marrant, allons-y. La gloire, je m'en fous un petit peu, pour tout vous dire. Elle serait venue plus tôt, je l'aurais prise aussi, mais là, franchement, je ne regrette pas ma vie parce que je me suis toujours amusé. Et encore une fois, je reviens sur l'amusement. Faites toujours quelque chose avec beaucoup de plaisir et ça passera beaucoup mieux. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent, qui ont 20 ans et qui souffrent, et j'ai l'impression qu'ils ont 70 piges et ils sont toujours en train de râler. Et là, franchement, j'ai envie de leur dire, non, t'as pas fini, hein. Parce qu'il faut vraiment se marrer dans la vie, hein. Et quel que soit le métier, hein, peu importe le métier, il n'y a pas de saut métier en fait, mais faites-le avec plaisir, faites-le avec de la joie, parce que sinon, c'est grave, quoi. Je rencontre des gamins, des fois, ils me disent des trucs, je me dis, mais quel âge t'as, toi? Des gamins qui me disent, ouais, mais t'as pas le choix dans la vie, tu fais un métier, puis tu fermes ta gueule, et puis là, je dis, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, mais t'as pas le choix, t'as une maison, tu payes des traites. Je dis, bah, t'es pas obligé, hein, personne te force à faire ça. Je dis, pourquoi tu t'achètes une voiture? T'as qu'à pas l'acheter, ta bagnole. Ouais, mais moi j'habite là, j'ai pas le choix. Alors, si t'as pas le choix, tais-toi, et puis voilà. Il y a des gens, ils râlent, hein, ils râlent beaucoup tout le temps, hein. Moi, j'essaie de garder le sourire et puis je vais faire les choses avec plaisir. Et c'est plus du tout la même chose quand on fait les choses avec plaisir. C'est plus du tout pareil. L'effort est moindre. Tu rentres le soir, tu es moins fatigué. Tu as envie de raconter ta journée. Voilà. Et en fait, tout est comme ça. Tout est comme ça. Oui. Oui, je vis, tu vois, j'ai 55 ans, je gagne à peu près 2000 € par mois. Et ça me suffit, j'ai 5 gosses avec ma chérie. Ils sont pas tous à moi, hein. Mais voilà, on a 5 gosses, une semaine sur 2, et on est heureux. Voilà, c'est tout ce qui compte. Le reste, voilà. C'est tout le temps que nous avons passé cette conférence. Merci beaucoup. Merci à tous. On va être présents pour cette conférence.